What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spécialement dédiée à l'équipement du GIGN. Avant de commencer, tout d'abord partagez en masse cette vidéo. Merci encore infiniment d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit peu une rétrospective de l'histoire du GIGN. Dans les années 70, la France et l'Europe sont menacées par des attaques terroristes, notamment des prises d'otages. Comme à la centrale de Clairvaux en 1971, aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, et en réponse à ces gros événements, en octobre 1973, les premiers opérateurs du GIGN voient le jour, enfin. Premiers opérateurs, c'est vite dit parce qu'il faudra attendre avril 1974 pour enfin avoir les opérateurs officiels. Les premiers membres du GIGN étaient issus des escadrons de parachutistes de Mont-de-Marsan, dirigés par le lieutenant Christian Proutot. Il restera 9 ans à la tête du GIGN, puis à la suite va créer une section spéciale dédiée à la protection du président de la République. Le GIGN a acquis une réputation nationale puis internationale à la suite de centaines d'opérations. Les plus connues d'entre elles ont eu droit à une adaptation en film, notamment la prise d'otage de l'Oyada à Djibouti, la sanglante prise d'otage dans la gendarmerie de Huelva, la prise d'otage dans l'avion à Marignane en 1994 et plus récemment sur Netflix, les différents reportages sur les attaques des frères Kouachi. Le GIGN intervient essentiellement dans la lutte contre le terrorisme, lors des prises d'otages de ressortissants français à l'étranger, détournements d'avions ou de bateaux, attaques chimiques, nucléaires ou biologiques. Le GIGN a été restructuré plusieurs fois. La dernière date de 2016 à la suite des attentats qui ont endeuillé la France. Suite à cette réforme, les pays de G se voient remplacés par les antennes GIGN. On compte 14 antennes GIGN en France pour 400 à 500 opérateurs. Les antennes GIGN permettent en fait de faire tampon entre le GIGN et les escadrons de gendarmerie. C'est une force intermédiaire qui permet de pallier à beaucoup d'autres interventions sans mobiliser l'antenne principale du GIGN qui se trouve à Satory. À sa création, les opérateurs, ils ont quasiment rien, ils n'ont pas de matériel bien spécifique, c'est directement pris dans les stocks de l'armée. Donc, il aura fallu quelques années pour voir les premiers équipements spécialement conçus pour eux voir le jour. Notamment en collaboration avec les manufactures d'armes de Saint-Étienne et des Pyrénées françaises. Une des premières armes qui a été sortie des usines, c'est une arme en 22 longs rifles spécialement conçue pour du combat urbain. Bien sûr, on va retrouver des FAMAS, des MAS 49, MAS 56, des FRF1, FRF2. Il y avait déjà très peu de moyens. Alors encore moins de moyens spéciaux. Alors qu'est-ce que sont les moyens spéciaux? Vous allez me dire, c'est tout ce qui va être un petit peu high-tech. Appareil de nuit, appareil thermique, appareil diurne, bien sûr les lunettes de visée par exemple. Tout ce que le GIGN n'a pas, il va soit le créer lui-même ou demander aux entreprises développant une technologie en adéquation avec leurs besoins de collaborer avec eux pour créer un matériel spécial. Chaque situation égale un matériel spécial. C'est aussi simple que ça. Et là, je fais référence au dernier reportage de TF1 sur le sujet où on voit les opérateurs coudre eux-mêmes leur matos, créer des impressions 3D, peindre même du matériel pour avoir le camouflage le plus optimal qu'on ne pourrait pas spécialement trouver dans le commerce. L'armement de base de l'opérateur a fortement évolué comme vous pouvez vous en douter. Les opérateurs vont passer d'un simple pistolet à l'utilisation d'un pistolet mitrailleur, un MP5, voire même en plus d'un fusil à pompe. En 2010, avec la menace terroriste qui plane sur la France, les opérateurs doivent augmenter leur puissance de feu. Ils passent du 9 mm au 5,56 puis au 7,62. Il faut savoir que la munition, la balistique, c'est très important. Ils développent en parallèle des munitions spéciales pour pénétrer les blindages sans pour autant blesser d'éventuels civils ou bien privés ou publics. On va commencer maintenant l'énumération des différentes armes que le GIGN utilise. La première, c'est l'arme la plus mythique, c'est une arme légendaire, c'est le Manurin MR73
357 Magnum. Il ne manque plus que 2 roues et on peut en faire un canon. Voilà, c'est une arme made in France à 100%. Hélas, il n'y a pas de reproduction actuellement sur le marché, et ça c'est bien dommage, même une reproduction 3D n'existe pas. Ensuite, on va avoir le Glock 17 et le Glock 19. Le Glock 17 c'est pour les endroits ouverts et le Glock 19 c'est pour les endroits un petit peu exigus où il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y a aussi le SIG P228 et le P226. P228 pareil, petit espace, P226 espace ouvert. Ces 4 armes sont facilement trouvables, notamment chez Marui. Un autre pistolet un petit peu moins connu et un petit peu moins utilisé, c'est le 5.7 de chez Effen Herstal, qui a une munition spéciale qui permet de pénétrer les blindages, notamment les gilets pare-balles. Ensuite, les pistolets mitrailleurs. Le plus célèbre, c'est le MP5. Le MP5 qui a été décrié en 3 catégories. Le MP5A5, le MP5 KPDW, et le MP5 5SD6. C'est des noms un petit peu barbares. Le plus dur dans le souhait de se monter un MP5, ça va être la compatibilité des pièces et aussi la rareté des pièces, parce que ce sont des pièces qui ont 30 ans pour la plupart. Donc très difficile de se procurer vraiment des pièces RS. Et la compatibilité parce qu'il n'y a pas de repro qui sont aux cotes 1.1, hormis celle de Systema, le TW5, et là c'est plus produit depuis 10 ans à peu près, mais ce sont des répliques qui sont aux cotes 1.1, on en trouve d'occasion aux environs des 1000 €, donc c'est quand même un gros budget. Et en plus, deuxième problème, ça va être vraiment l'équipement spécifique, les rails, parce que on peut mettre un rail sur le dessus de l'arme ou sous le garde-main, là c'est très difficile, la crosse, très compliqué. Les optiques, ça va, on va pouvoir trouver, voilà, entre les Aimpoint comme les EOTech 550 AA, on va pouvoir encore en trouver. Mais pour le reste, ça va être compliqué. Et même des repros, ça va être très difficile de bidouiller un MP5 vraiment à l'identique. Et récemment, même, on a vu un MP5, là c'est plus facile, mais c'est assez onéreux, c'est un point rouge, c'est le SSIS, je vous mets la photo directement parce que c'est un nom à rallonge. En plus du MP5, on va retrouver l'MP7 et l'UMP9. Alors, ce sont des armes qui ont été utilisées au sein du GIGN, mais de façon plus anecdotique. Alors c'est vrai, moi j'ai une préférence plutôt pour le MP7 que le MP5. Après, je ne sais pas pourquoi le GIGN reste sur du MP5, alors que pour moi, le MP7 reste quand même l'arme la plus adaptée pour du combat en milieu clos. L'UMP9 c'est plus utilisé au sein de la gendarmerie standard, malgré le fait que on peut en voir lors de démonstrations ou même lors d'interventions. Le P90 est employé au même usage que le MP5, mais là sur une période beaucoup plus restreinte, dans les années 90 notamment. Arme très compacte, très polyvalente, grande capacité et avec une munition qui permet de pénétrer les gilets pare-balles. Hélas, dans le temps, l'utilisation de cette arme s'est un petit peu perdue. Passons maintenant aux fusils à pompe. Il existe 4 grands fusils à pompe qui ont été utilisés, enfin 4 grands. Il y en a 2 majoritairement qui ont été utilisés, les 2 autres de façon un peu plus anecdotique, voilà. Mais bon, il faut quand même les citer. On va retrouver le Remington 870 et le Frenchy SAS Space 12. On va retrouver ensuite le M3 Benelli et le STF-12 de chez Fabarm. Ces 4 fusils à pompe sont facilement trouvables dans tous les shops d'airsoft, en gaz ou en spring. Le Space 12 devient de plus en plus rare, donc il faudra s'armer de patience pour en trouver un. Alors les fusils à pompe vont être équipés d'optiques et de lampes, tout ce qu'il y a de plus normal. Pour les optiques, ça va être de l'EOTech 550 AA, de l'Aimpoint 2000 ou encore un COM M2. Petite parenthèse, le Saiga qui est un fusil semi-automatique russe, un fusil à pompe semi-automatique, a été vu essentiellement à l'entraînement et n'est pas encore en dotation dans le GIGN et peut-être le sera jamais. Passons maintenant aux fusils d'assaut et aux fusils de précision. Parlons d'une arme mythique, c'est le G3. La version du GIGN, c'est le HK G3 TGS, chambré en 7,62. C'est une arme qui est redoutable, grande portée, grande précision et grand pouvoir d'arrêt. Hélas, elle est trop dangereuse à utiliser lors des prises d'otages. Elle est plutôt dédiée pour stopper, pour fixer un ennemi via un tir depuis un toit, un hélicoptère. On va retrouver 2 versions.
La première, la version diurne, qui est une version, on va dire, full, avec rail, bipied, voire même un lance-grenade, le HK-79, et une version nocturne, avec le strict minimum dessus, lampière et lunettes de tir infrarouge. Cette arme est quand même efficace à 400 mètres. Donc c'est pour vous dire que via un hélicoptère, on peut vraiment faire un tir très précis. Ensuite, parlons de Sig Sauer. Il y a le SIG 550 et le SIG 551 SWAT, qui ne sont pas non plus les armes spéciales GIGN, mais elles ont quand même joué un rôle dans certaines interventions et on peut les voir en démonstration lors d'exercices. Poursuivons encore avec les fusils d'assaut avec le G36 de chez HK et plus précisément le G36C. Là, c'est l'arme mythique du GIGN. Voilà, sur une période de quasiment 15 ans, ils vont utiliser que ça. Et là, je vous vois arriver. C'est quoi la crosse qu'ils utilisent avec le G36? Eh ben, c'est très simple. HK a produit une crosse pouvant s'adapter sur quasiment tous ses modèles. C'est la crosse Fram. Alors, le G36 a la possibilité aussi d'avoir une crosse rétractable et la possibilité de mettre à l'avant un lance-grenade. Il n'y a pas un G36 pareil au GIGN, donc vous allez être très libre de faire le G36 qui vous plaît. Alors, on va retrouver des EOTech, des Aimpoint, mais aussi des PEQ 16 et des PEQ 15. Ensuite, pour le remplacer, il y a le HK416. Le HK416, c'est l'arme qui est utilisée par nos militaires actuellement. C'est une arme qui est fiable, robuste et très précise. Tout comme le G36, il est équipé d'un PEQ 15, d'un PEQ 16, d'EOTech, et récemment d'ACOG, le modèle de chez Trigicon, le ACOG TA02. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez transférer le matériel que vous avez sur votre G36 sur votre 416, donc ça c'est pas mal. Parlons aussi de son grand frère, le 417, qui a été déployé en Afghanistan, parce que oui, le GIGN a aussi opéré en Afghanistan avec les autres forces françaises. Le 417 est équipé d'une Schmidt & Bender PM2 et d'un récupérateur d'étui. Alors pourquoi le récupérateur d'étui, vous allez me dire? Parce que quand vous prenez un étui brûlant dans le cou et qui vient se glisser dans votre combinaison, ça peut entraîner certaines mésaventures. Notamment, vous pouvez blesser votre coéquipier peut rater sa cible, donc c'est obligatoire d'avoir un récupérateur d'étui de chez HK. Pour le 416 et le 417, je vous conseille deux marques, VFC ou Marui. Pour moi, ce sont les meilleurs. Et un nouveau venu, c'est le CZ Bren 2 chambré en 7,62. Hélas, il n'y a pas de reproduction en airsoft. Et la petite dédicace à la personne qui se reconnaîtra, qui a modifié le CZ 805 en le transformant en CZ Bren 2, en modifiant la crosse et le chargeur notamment. Beau travail. Mais si je devais me monter une tenue, je partirais sur un CZ avec ACOG TA02 et les derniers désignateurs laser de chez B. Myers, le MOL. Parlons maintenant des armes de précision. Alors, il en existe de toutes sortes et la plus connue, on va dire les plus emblématiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le MR73 qui aussi peut être utilisé comme fusil de précision. Ce n'est pas qu'un simple revolver, voilà, il est multifonction, un bipied, une lunette de tir et c'est parti. Comme cité précédemment, le 417, fusil semi-automatique chambré en 7,62, une super arme. Mais aussi, il y a des fusils à rechargement manuel, comme par exemple le E4-2 de chez PGM, un gros joujou, qui équipe le GIGN depuis des décennies. PGM E4-2 remplace le Barrett M82 et tire en projectile de calibre 12,7. Il est équipé d'une LTE, lunette de tireur d'élite, J10 modèle F1 de grossissement 10/40. Tout comme l'Ultima Ratio, qui veut dire littéralement le dernier argument, chambré en 7,62. Et récemment, ils ont eu droit à une petite revalorisation et pas mal de petits ajustements qui donnent encore plus de poids et d'arguments pour l'utilisation des armes de chez PGM. Mais c'est pas tout, on va aussi trouver une arme. Tout le monde la connaît, tout le monde l'a vu dans tous les jeux vidéo, on peut la voir. C'est un variant du L96, donc une arme britannique. C'est le AW pour le Arctic Warfare. Il existe trois versions. Une version standard, une version AWS Super et AWS M pour Arctic Warfare Super Magnum. Pourquoi Super Magnum? Parce que ils ont développé une munition entre le
7,62 et le 12,7. Cette munition est appelée du 338 Lapua. Sur cette arme, on va pouvoir mettre une Schmidt & Bender PM2 et aussi un appareil de vision nocturne de chez Simrad, le KN200A. Des reproductions sont disponibles en airsoft. Sauf pour les PGM, je suis désolé. Le GIGN utilise aussi d'autres armes lourdes comme le M112 Low qui a pour but de stopper un véhicule. Actuellement, je n'ai trouvé que cette photo d'un opérateur avec un Lao, mais je présume qu'en Afghanistan ou dans d'autres opérations encore secrètes, ils en ont utilisé. MGL est une arme permettant d'envoyer différents types de 40 mm, fumigène, flashbang, explos. On peut en voir un lors de la prise d'otage à Damartin. Passons maintenant à l'équipement de l'opérateur. Qu'est-ce que porte l'opérateur? Alors, on va faire par ordre chronologique. Dans les années 90, les opérateurs vont avoir un casque RBR F5. Ce ne sont pas les casques d'aujourd'hui, vous allez voir, mais ce sont des casques qui ont été utilisés durant l'assaut à Marignane. Ils vont disposer de ce casque pendant de nombreuses années, suivi ensuite par l'utilisation de casques MSA KFS V1 et KFS V2. Ces casques disposent d'une visière pare-balles par éclat et aussi d'un bas-volet qui protège l'opérateur au niveau de la nuque. En casque de communication, ils vont disposer de casques MSA Sordine Pro. Pour le gilet, pendant de nombreuses années, ils sont partis sur un truc british, c'est le Bergman. Bergman, complet, groin, épaulière, tour de cou, enfin, ils vont avoir la totale. Le seul défaut, c'est que ce gilet va être horriblement lourd et c'est pour ça qu'ils vont passer sur un gilet beaucoup plus léger, beaucoup plus moderne. Leur dernière utilisation remonte lors des attentats des frères Kouachi. Trop lourd, trop encombrant, ne correspond plus du tout aux besoins des opérateurs et aux opérations en elles-mêmes, donc on les dégage et on va passer sur du NFM. Pour les combinaisons, on va retrouver trois fabricants, Doursu, Sentex et Matisek. Avec l'évolution constante de l'équipement, de l'armement, des menaces terroristes et autres, le GIGN doit s'adapter tout le temps pour rester une force impitoyable. À partir de 2015, le GIGN est équipé de nouveaux matériels un petit peu hors norme, la pointe de la technologie à l'époque. C'est NFM qui la détient avec les nouveaux combats shirts NFM Gram en vert comme vous pouvez le voir. À partir de 2015, les opérateurs sont équipés de gilets NFM mode GIGN. Alors pourquoi je dis mode? Parce que ce sont des articles de leur gamme commerciale qui vont être spécialement adaptés aux opérateurs. NFM offre aux opérateurs un bol d'air frais avec leur matériel. Pourquoi? Parce que c'est du matériel beaucoup plus léger, beaucoup plus respirant. Bon, un bleu de travail, c'est jamais top. Là, NFM avec les nouveaux combat shirts qu'ils développent, voilà, les opérateurs sont beaucoup plus à l'aise. Alors, toutes les poches, tous les équipements sont issus de chez NFM, donc c'est très dur de les trouver dans le commerce. Mais ils gardent quand même certaines combinaisons qui viennent tout droit d'Allemagne et qui sont fabriquées par Wintex. Il n'y a pas que NFM qui propose du matériel, il y a aussi Sod Gear avec des combat shirts verts et aussi des pantalons. 2015, c'est une période charnière. On va retrouver différents mélanges de matériel ancien avec du récent. Voilà, c'est, on va dire, un moment où vous allez être plus libre du choix de votre matériel si vous avez envie de vous monter une tenue. Attention à ne pas tomber dans de l'anachronisme. Aujourd'hui, les opérateurs sont passés à la vitesse supérieure avec l'utilisation de matériel de chez Meller Vario System. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait sur les casques, je vous invite à la voir, j'en parle et les mecs, c'est des barjots. Ils ont mis au point une technologie vraiment de protection balistique qui est au top du top, c'est quasiment les meilleurs. Et donc, vu qu'on veut le meilleur pour nos opérateurs, ils se sont procurés du matos de chez Meller Vario. Comme avec NFM, c'est que de la commande spéciale. Ils prennent le gilet de base, puis après ils vont le modder comme ils le souhaitent. Alors, le gilet de base, c'est le M1E. Couleur bleue avec des attaches magnétiques sur les côtés. Attaches de chez M-Lock. Et oui, ce n'est pas que des rails. Et l'ensemble des poches qui composent le gilet, ce sont des poches de chez Meller Vario. Aujourd'hui, toutes les protections sont censées stopper du 7,62. Donc les opérateurs sont full protégés. Et le dernier modèle en dotation, c'est le MS5, couleur Ranger Green, mais son doux nom, je vais vous le dire, son nom allemand, c'est le Steingrau Olive, ou Ranger Green, comme vous voulez, qui est basé quant à lui sur le modèle S5. Avec encore quelques petites différences, notamment au niveau des velcro, du groin par exemple.
Et quitte à avoir la tenue complète, on remplace aussi le casque, on vire le MSA et on prend le H2S de chez Meller Vario System. Mais le GIGN aime tellement les casques, et je peux les comprendre, qu'ils utilisent aussi les derniers casques de chez Ulbricht en titane. Je vous mets une petite photo parce que c'est mon casque préféré. Comme tout bon casque de protection balistique, il y a aussi un casque de protection auditive. La plupart des opérateurs utilisent des Peltor XPI. Les forces de police allemandes ressemblent beaucoup au GIGN, le GSG9. Allez, j'ouvre une petite parenthèse sur le petit matériel. Enfin, petit matériel, je me comprends. Mais en radio, qu'est-ce qu'ils utilisent? Alors, ils vont utiliser de la radio cryptée, Motorola, Thales, Airbus. Donc, je vous le dis, c'est impossible d'en avoir un pour un civil. Pour les lampes, alors ils vont utiliser bien sûr de la Surefire, de la Streamlight TLR1 ou encore les lampes de chez Glock, notamment la GTL. Pour les visions nocturnes, l'OB70 est encore utilisé, on va dire qu'il y a mieux maintenant, la PVS 31 ou les GPN 18. Tous les optiques que je n'ai pas pu intégrer durant la vidéo, je les ai regroupés en quelques photos. Certains d'entre eux sont rares et onéreux, mais avec de la chance, vous pouvez les trouver en occasion ou en repro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, on y répondra avec plaisir. Pour les chaussures, les deux grandes marques qui vont se disputer les pieds des opérateurs, c'est Lowa et Salomon. Voilà, le matériel du GIGN, c'est pas fixe. Comme je l'ai dit, les opérateurs créent leur propre matériel. Voilà, quand vous allez voir un individu avec tel ou tel matériel, c'est peut-être lui qui l'a créé lui-même. Donc, ça va être très difficile de distinguer le homemade de la version, on va dire, du fabricant, de l'industriel. Je vous invite vraiment à aller voir le reportage de TF1 sur le sujet qui est vraiment au top. Et vous allez comprendre pourquoi les opérateurs font ça ou ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de la partager et de mettre un petit commentaire si elle vous a plu. Allez, ciao et à la semaine prochaine.